Il est 18h15 en Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème comment assurer la scolarisation des enfants handicapés au Niger. C'était une première au Niger, d'après le site d'information Niger Focus, le 8 novembre 2020 en partenariat avec 6 départements ministériels en charge de l'éducation. La Fédération nigérienne des personnes handicapées a organisé le premier forum sur les états des lieux de l'éducation des enfants handicapés au Niger. Le choix de cette initiative se justifie par plusieurs indicatifs et selon la chargée de la promotion de la femme au sein de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, repris par Niger Focus, au Niger, peu d'enfants handicapés vont à l'école et la plupart de ces enfants n'auront pas la chance d'être insérés dans le monde actif, a-t-elle ajouté. Pourtant, le Niger a légiféré en 2019 avec l'adoption d'une loi en faveur de l'éducation inclusive. C'est un pas important qui a été franchi pour une pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et des libertés individuelles. Dans le domaine de l'éducation, cette loi, à son article 13, consacre désormais le droit des personnes handicapées à l'éducation inclusive sur la base de l'égalité dans le système éducatif national, poursuit la même source. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers une analyse de ces données les défis, les avancées et obstacles pour la scolarisation des enfants handicapés au Niger. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Taher Sabra, chef de division inclusion et situation d'audience au ministère de l'Éducation nationale. Taher Sabra, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir. En ligne, nous avons Kadiga Moumouni, chargé de la promotion de la femme à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Kadiga Moumouni, bonsoir. Bonsoir. Et Al-Mustafa Moussa Ide, président de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG pour une éducation de qualité pour tous, ASOEPT. Al-Mustafa Moussa Ide, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Taher Sabra, chef de division inclusion et situation d'urgence au ministère de l'Éducation nationale. Taher Sabra, le droit à l'éducation est garanti par des textes à tous les enfants nigériens, y compris ceux vivant avec un handicap. La scolarisation des enfants handicapés est-elle aujourd'hui une préoccupation pour le gouvernement nigérien? Merci Mokhtar. Avant de revenir peut-être à votre question, de ce que fait l'État ou le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale par rapport à la scolarisation des enfants handicapés. J'aimerais d'abord rappeler qu'est-ce qu'on appelle handicap. C'est très important pour que les gens comprennent. Allez-y. Donc, selon la CDPH, donc la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et donc l'handicap est une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle du moins à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Voilà ce qui est défini de façon internationale comme étant un handicap. Pour revenir à votre question, effectivement, de tout temps, la scolarisation des enfants handicapés ou la prise en charge même de l'ensemble des enfants vulnérables a été une préoccupation au niveau du ministère. Et quand vous allez voir, au niveau d'abord le Niger a signé un certain nombre l'ensemble des textes internationaux qui garantissent le droit des personnes handicapées, entre autres la CDPH, la CDE
Et aussi à La travers CEDEAO, la Convention des droits de l'enfant, et aussi à travers la Constitution, au niveau de l'article 26 et 22, l'État du Niger garantit la prise en charge de l'ensemble des personnes handicapées, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit femmes ou hommes. Le Niger a également ratifié pour les OMD, les objectifs du millénaire, pour les ODD, les objectifs de développement durable, et aussi à travers la loi d'orientation du système éducatif national, le Niger, à travers l'article 42, 43 et 61, cet article stipule que garantit le droit de la personne handicapée à l'enseignement, y compris l'enseignement supérieur. Cette même loi, à son article 61, dispose que l'éducation spécialisée est en priorité à la charge de l'État. Comme vous l'avez cité aussi, il y a la loi 2019-62 du 10 décembre 2019 déterminant les principes fondamentaux relatifs à l'insertion des personnes handicapées au Niger au niveau des articles 13 et 14. Il y a la loi 2018 aussi déterminant les principes fondamentaux de protection sociale qui dispose à son article 8 que les personnes vulnérables, on dit vulnérables, y compris donc les personnes handicapées, notamment les enfants et les personnes handicapées, ont le droit d'être éduquées et élevées dans des conditions décentes. Elles ont droit à une formation inclusive tout au long de leur vie. Juste ça, c'est pour un peu donner l'aperçu de la préoccupation du point de vue institutionnel. Oui, Tahir Sabra, est-ce que tous ces textes-là sont respectés à la lettre? J'arrive de façon pratique ce que l'État est en train de faire. D'abord, moi, je représente une division dans une direction qui s'occupe particulièrement de l'inclusion et de la scolarisation des enfants handicapés. Pour montrer l'importance qu'accorde le gouvernement à travers le ministère de l'Éducation nationale à la scolarisation des enfants handicapés. Que fait le gouvernement? D'abord, il faut qu'on soit un peu clair, il faut qu'on étaye un peu les différentes approches avec lesquelles le ministère est en train de prendre en charge ces enfants. Nous avons 3 types d'approches au Niger. Au début, nous avons une approche spécialisée qui consiste très brièvement à accueillir un ensemble d'enfants partageant le même handicap dans une école, en un même lieu, entre eux, exclusivement. Il y a ce que nous appelons l'approche intégrée. Et l'approche intégrée, c'est une sorte d'avancée entre spécialisée et l'éducation inclusive. Ça veut dire quoi? Nous faisons des classes au niveau des écoles. N'importe quelle école du Niger peut accueillir une école intégrée. Cette école intégrée va essayer de relever les niveaux et d'appuyer les personnes vivant avec un handicap tels que les handicapés visuels ou les handicapés auditifs, et afin, après 1 an, 2 ans ou 3 ans, les intégrer dans le système normal de l'éducation. Il y a aussi l'approche inclusive. Depuis 2006, le ministère de l'Éducation a signé une convention pour dire que dorénavant, le Niger va pour l'inclusion. Ça veut dire pour la prise en charge totale de l'ensemble des enfants handicapés en âge d'aller à l'école. Et en plus, ce qui est une innovation, que chaque école du Niger peut accueillir un enfant, quel que soit son handicap, parmi tous les autres enfants. Ça, c'est un pas très important. Et pour cela, l'État déjà a passé de l'intégration à l'inclusive. L'État a signé des conventions avec l'ensemble des partenaires où on forme d'abord les enseignants. Il est très important qu'on comprenne que ce sont les enseignants qui les prennent en charge. L'État s'est mis à former des milliers d'enseignants depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. L'effort est en train d'être continué. L'État est en train de fournir l'ensemble des écoles en matériel qui pouvait permettre à ces enfants-là d'apprendre comme n'importe quel enfant. C'est pour vous dire que l'éducation... Tout cela, ce sont des avancées qu'il faut saluer. Il est très important parce que c'est ça, en fait, de façon pratique, c'est ça la prise en charge des enfants. Aujourd'hui, quand vous partez dans n'importe quelle école au Niger, personne ne vous dira que cet enfant-là est un enfant handicapé, on ne l'accueille pas à l'école. Les enseignants savent et ils sont dotés de compétences qui vont leur permettre de prendre en même temps en charge les autres enfants et en même temps les enfants vivant avec un handicap dans la même classe, dans la même salle. Et cela est très important parce qu'il a fallu un travail de sensibilisation du côté des parents et du côté des enseignants pour que cela soit intégré, pour que cela soit une réalité aujourd'hui au niveau du système éducatif du Niger. Merci beaucoup, Tahir Sabra. On va revenir vers vous. Le temps de prendre Kadidiatou Moumouni de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Kadidiatou Moumouni, quelles sont les difficultés des parents des enfants handicapés au Niger? Merci beaucoup et merci
de nous avoir donné cette possibilité à parler de la question de l'éducation des enfants handicapés au Niger. Alors, les problèmes, pour répondre à votre question, les problèmes des parents des enfants handicapés, alors, je dirais que le premier problème déjà, ça peut être un problème même de la perception du handicap. C'est-à-dire, avant que l'enfant qui a un handicap ne soit envoyé à l'école, il y a certaines familles qui sont tentées de ne pas envoyer leur enfant handicapé à l'école. Vous savez, il y a des préjugés, il y a certaines barrières qui tournent autour de la question et qui font en sorte que nous avons souvent des idées préconçues, qui font en sorte que souvent on pense que même quand on envoie l'enfant handicapé, l'enfant ne peut pas étudier ou bien il ne peut pas réussir. C'est vrai, nous avons des avancées avec le mouvement associatif, avec ce que l'État fait et les autres partenaires sont en train de faire. Il y a une certaine avancée. Les familles ont commencé à comprendre que l'enfant qui a un handicap a le même droit d'aller à l'école que l'enfant qui n'a pas de handicap. Oui, mais Kadiga Toumouni, que fait la Fédération nigérienne des personnes handicapées pour briser ce tabou? Alors, ce que fait la Fédération, c'est le travail quotidien de la Fédération, c'est la sensibilisation. C'est vraiment la sensibilisation. Parce que lors des activités, souvent, on détecte des enfants même qui sont attachés dans des maisons. Vous comprenez? Des enfants qui ne sortent pas parce que les parents considèrent que avoir un enfant handicapé, souvent, c'est une honte. Je dirais toujours qu'il y a une évolution, c'est vrai. Souvent, surtout quand on prend dans les grandes villes, il y a une évolution. On commence à comprendre. Mais c'est des problèmes qui persistent à certains niveaux. Quand vous prenez dans des zones reculées, on continue toujours à avoir une perception négative du handicap. On continue toujours à penser que la personne handicapée, c'est une personne qui a besoin de charité. L'enfant handicapé, c'est un enfant qui ne peut servir qu'à faire l'aumône, à faire la mendicité. Donc, ce que la Fédération fait, c'est vraiment la première des choses, c'est sensibiliser ses parents. La sensibilisation des parents pour envoyer leur enfant handicapé à l'école, aussi pour le suivi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'envoyer à l'école, il y a lieu aussi de faire le suivi de ces enfants au niveau des établissements. Et je sais aussi qu'avec certains projets que la Fédération nigérienne des personnes handicapées met en œuvre, il y a l'accompagnement. Par exemple, je peux prendre un projet que la Fédération a avec un plan international qu'on appelle TOFI. Ça veut dire Together for Inclusion. C'est un projet pour l'éducation inclusive qui concerne à peu près 2 communes au niveau de la région de Tillabéri et d'Osso. Il y a un accompagnement personnel pour ces enfants. Il y a aussi un projet que la Fédération a eu avec Save the Children où les enfants handicapés ont eu à bénéficier de certains matériels qui concourent à leur éducation, adaptés à chaque type de handicap. Donc, voilà un peu ce que la Fédération fait par rapport à cette question. Kadiga Toumouni, êtes-vous suffisamment impliqué dans la promotion de la scolarisation des enfants handicapés au Niger? Absolument, absolument. Parce que je dirais déjà du point de vue politique, du point de vue ce que l'État entreprend, quand il s'agit de documents qui concernent l'éducation, quand il s'agit de lois, la Fédération est consultée. Vous voyez, dernièrement, parce qu'avec le plaidoyer que la Fédération fait, la Fédération est impliquée à plusieurs niveaux. Je parlais de politique, je parlais de loi. Je sais que même pour la loi 2019 62 et d'autres textes aussi au niveau de l'Assemblée, la Fédération nigérienne, lorsque la loi arrive, le projet de loi arrive au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des commissions, la Fédération nigérienne des personnes handicapées est consultée. Ça, c'est du côté de l'Assemblée. Et du côté de l'État aussi, il y a une implication de la Fédération de ce que les ministères entreprennent par rapport à l'éducation.
Khadijatou Moumouni, en dehors des partenaires de l'État, que fait le gouvernement? Quelles sont les dispositions prises par votre ministère pour mieux accompagner les parents des enfants handicapés? Du point de vue de l'État, alors, je dirais que déjà, il y a une division qui est chargée de la question au niveau du ministère. Et je sais aussi qu'il y a un soutien qui est apporté aux enfants du point de vue matériel. C'est-à-dire que chaque année, quand on paye des cahiers, des bics et des livres pour les enfants qui n'ont pas de handicap, les enfants handicapés aussi, ils ont le matériel qui est adapté à leur éducation. Je dirais aussi que c'est le soutien aux écoles spécialisées, parce que les écoles spécialisées continuent. C'est vrai que c'est une approche, c'était la première approche, mais ces écoles existent toujours. Nous avons à Miami, nous avons l'école Soulia Praman qui est toujours là, école pour les enfants handicapés visuels. Il y a aussi l'école Banaba qui est l'école pour les enfants handicapés auditifs. Donc, il y a le soutien de l'État pour ces enfants parce que il y a, en fait, c'est semi-internat, il y a des enfants qui sont au niveau de ces écoles et que l'État contribue à leur la nourriture et l'hébergement, tout ce qui concerne. Ceux qui ne sont pas, ceux qui sont hébergés au niveau de ces écoles, et l'État apporte son soutien par rapport à leur prise en charge. Merci beaucoup, Khadijatou Moumouni. Restez en ligne le temps de donner la parole à Al-Mustafa Moussa Ide, président de la coalition nigérienne des ONG, associations et syndicats qui militent pour une éducation de qualité pour tous, ASOEPT. Al-Mustafa Moussa Ide, l'accès à l'éducation est un droit primordial pour tout enfant en âge d'aller à l'école sans distinction aucune. Que fait ASOEPT pour aider le gouvernement nigérien et ses partenaires pour faire de l'éducation inclusive une réalité au Niger? Peut-être avant de répondre à votre question, vous allez me permettre sincèrement de remercier le studio Kalangu. Allez-y. En nous invitant à participer à ce débat ou à ce forum. C'est la preuve que aussi Studio Kalangu s'engage véritablement à promouvoir le respect du droit à l'éducation. Vous allez aussi me permettre de saluer la présence du ministère de l'Éducation nationale à travers mon ami et frère Sabra et camarade de lutte. En tout cas, c'est vraiment pour les encourager parce qu'on a constaté lors de nos certains débats, en tout cas, le ministère brille par son absence. En tout cas, à travers la présence en tout cas, de la direction du ministère de l'Éducation, c'est la preuve qu'effectivement, nous avons maintenant des cadres soucieux du devenir et du droit à l'éducation. C'est l'occasion vraiment de vous encourager, de vous remercier à rester sur cette voie. Et vous voyez, en tout cas, dans son intervention, il a eu à énumérer tous les facteurs de réussite, tous les efforts que le ministère est en train de déployer pour que effectivement le droit à l'éducation de façon générale, et particulièrement le droit des enfants handicapés à l'éducation puisse être une réalité. Et il a eu effectivement à énumérer les cadres juridiques. Vous voyez, en tout cas, quand on relève, le Niger a presque ratifié toutes les conventions et tous les traités relatifs au respect du droit à l'éducation, notamment particulièrement les conventions aussi relatives. J'ai ici le rapport alternatif que ASSO nous avons eu à élaborer. En tout cas, le dispositif juridique ou l'arsenal juridique est là, ça existe. Il faut d'abord saluer cet effort-là parce que j'ai eu à être effectivement commissaire à la CNDH où la fédération a eu à présenter effectivement son rapport alternatif au niveau de Genève. Et ce qu'il faut relever sur le plan juridique, on salue que notre pays ait ratifié, Mokhtar, quand on prend de la convention, de la constitution, en passant par toutes les lois, il y a même des lettres circulaires qui ont été élaborées. Et le principe de toutes ces lois, c'est pour que tout enfant,
tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans un établissement le plus proche de son établissement qui constitue son établissement de référence. Et il a dit, c'est dans cette logique que le gouvernement est en train de s'inscrire. Nous aussi, c'est ça notre vœu. Et c'est dans ce sens que ASSO, en tant que structure qui milite pour le droit à l'éducation, c'est de relever les facteurs de risque et essayer de constituer toute une documentation, plaider auprès des partenaires et expliquer au gouvernement, parce que le gouvernement est sur beaucoup de choses. Mais nous, puisque nous avons la particularité d'avoir des enseignants, d'avoir des choses avec nous, nous relevons et nous portons à leur connaissance. Et il faut s'en féliciter. Oui, mais est-ce que de temps en temps, le gouvernement prend en compte vos recommandations, vos suggestions que vous faites? Et au niveau de ASSO, sincèrement, toutes nos recommandations, parce que c'est sur la base des faits, c'est sur la base, on n'invente pas les choses, c'est sur la base effectivement des études et de recherches que nous menons qu'effectivement nous portons ces recommandations vers le gouvernement. En tout cas, toutes nos recommandations sont prises en compte. Mais il faut relever qu'il y a des facteurs de risque qui bloquent, qui empêchent. Là, à ce niveau, c'est là où nous aussi, en tant que... Des facteurs de risque, exemple? Par exemple, Sabra l'a expliqué, en principe de permettre à ce qu'au niveau de chaque école, il y ait ce dispositif-là. Mais ça coûte excessivement cher, Mokhtar. L'éducation inclusive coûte excessivement cher. L'État à lui seul ne peut pas. C'est en ce sens-là que nous intervenons à travers la sensibilisation, à travers le plaidoyer au niveau des partenaires. Nous venons de Johannesburg où nous avons assisté à l'Assemblée générale de la campagne mondiale pour l'éducation. Le mois passé. L'une des priorités, l'une des actions que ASSO a eu à apporter, c'est qu'effectivement, il faudrait que les structures, les ONG internationales qui militent au sein de la campagne, nous puissions voir comment appuyer les États africains, surtout de la zone subsaharienne, qui font face à ces difficultés de permettre aux enfants handicapés d'avoir leur droit à l'éducation. Et notre recommandation a été entendue. Maintenant, il va falloir qu'on se comprenne, Mokhtar. Ça ne serait pas facile. Moi, j'ai eu malheureusement un enfant qui avait des handicaps. Malheureusement, il est décédé, paix à son âme. Je vous jure, c'est compliqué. L'entretien, la scolarisation, il faut que même le parent puisse se munir d'un minimum de courage. Et étant entendu que le gouvernement a accepté de faire en sorte de former les enseignants, nous avons en tout cas les chiffres ici des enseignants qui ont été formés pour prendre en compte la situation handicap de chaque enfant. C'est déjà un effort. Mais maintenant, il y a d'autres réalités aussi qui viennent se greffer à tout. Il y a d'autres réalités. Vous voulez dire qu'il y a des zones d'ombre en ce qui concerne la scolarisation des enfants handicapés au Niger? Je ne dis pas qu'il y a des zones d'ombre. Il faut que nous maîtrisions très bien nos mots. Je dis que c'est une situation extrêmement compliquée. Même en France, il a fallu la loi 2005 de Jacques Chirac pour que véritablement le problème des enfants handicapés puissent être pris en compte. 2005 en France. À plus forte raison, nous, le Niger. Donc, vous voulez dire qu'il y a des avancées significatives? Il y a des avancées ici au Niger. Significatives. Et il va falloir seulement travailler pour que ces avancées-là ne puissent pas être des trucs de feuilles de paille, quoi. Il faudrait les concrétiser, il faudrait les maîtriser, il faudrait les parfaire pour que d'ici là, tous ces efforts-là, nous puissions véritablement les constater. Quand on prend le village de Bilmala, quand vous avez un enfant handicap, vous pouvez déjà l'inscrire là-bas sans chercher à passer par un de ses parents,
qui sont au niveau de Niamey où vous allez les amener. C'est ça l'objectif qu'on vise. Président Al-Moussa Famoussa Ide, au niveau de votre structure ASOEPT, selon vos propres informations au Niger, quelles sont les zones où les régions où même le gouvernement et ses partenaires doivent intensifier leurs actions dans le cadre de la promotion de la scolarisation des enfants handicapés? Comme j'ai eu à le dire, il serait hasardeux pour moi de dire dans telle zone, il faut. Parce que les enfants en situation de handicap sont partout au Niger. On peut les identifier partout. Le plus important, c'est que quand un enfant souffre de handicap, quand il se présente à l'école, on puisse le prendre en charge. Et aujourd'hui, on doit s'en féliciter que les dispositifs juridiques existent et qu'aujourd'hui, les enseignants, nous sommes des enseignants. Aujourd'hui, on n'exclut pas les enfants, contrairement aux années antérieures. Dès que l'enfant est aveugle ou bien l'enfant est malentendant ou bien un sourd-muet, quand il va dans une école, automatiquement le directeur ne le prend. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus légion. Donc, vous voyez, Mokhtar, il serait hasardeux de notre part de dire que dans telle zone, nous, le plus important est que l'État puisse prendre les dispositions qu'au niveau de chaque école, au niveau de chaque village, quand vous avez un enfant en situation de handicap, vous puissiez l'inscrire et qu'il puisse effectivement bénéficier de son droit à l'éducation. Taher Sabra, chef de division inclusion et situation d'urgence au ministère de l'Éducation nationale. Vous l'avez rappelé tantôt, l'article 12 de la Constitution de la 7e République du Niger, à son alinéa premier, précise que chacun a droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. Quelle est la situation des enfants handicapés au sujet de la jouissance de cette loi au Niger? Oui, Mokhtar. Avant de répondre à ta question, je voudrais un peu juste rebondir par rapport aux difficultés qui sont évoquées, qui sont liées aux ressources. L'éducation des enfants handicapés est une éducation. Donc ça coûte l'éducation très, des enfants. très, très cher, mais ce n'est pas une raison de renoncer. L'État va continuer à faire des efforts et nous comptons y arriver d'ici peu, Inch'Allah. Mais aussi, je voudrais évoquer les différentes difficultés, les barrières. Ça aussi, c'est très important. Les barrières dont Khadija avait parlé, c'est très important. Les gens déjà voient le côté prise en charge financière. C'est ça. Non, il y a les barrières. Et les barriires, là, c'est véritablement des vrais obstacles. Ça vous préoccupe aussi au ministère de l'Éducation nationale? C'est très préoccupant du moment où nous avons développé une sorte de politique qui compte déjà lever ces différentes barrières à travers la sensibilisation. Vous avez des barrières. Déjà, les barrières environnementales sont en train d'être déjà levées parce que l'État, à chaque fois qu'elle construit une classe, se débrouille pour avoir des rampes d'accès, que ce soit des latrines, qu'il y ait des rampes aussi, que les enfants handicapés puissent accéder déjà. Déjà, c'est une avancée au niveau des obstacles environnementaux. La barrière comportementale et culturelle, voilà là où le goulot d'étranglement. Vous allez voir un parent, il aime bien son enfant, malgré qu'il soit handicapé, nous sommes tous des parents, mais il va vous dire non, je ne voudrais pas amener mon enfant parce qu'il n'est pas comme les autres. C'est le parent même qui dit ça. Il dit non, c'est un enfant handicapé, il ne peut pas apprendre. Voyez-vous, ça c'est des barrières terribles qui ne rendent pas la tâche difficile et le ministère est en train de développer une stratégie de sensibilisation des parents des enfants handicapés. Des enseignants aussi, vous allez trouver des enseignants qui disent que mais monsieur, si j'accueille un enfant, mais il ne peut pas suivre le rythme des autres. Non, nous sommes en train de sensibiliser les enseignants pour leur montrer qu'il fallait commencer. C'est ça l'éducation inclusive. Vous commencez, vous faites des efforts. Au jour le jour, vous allez voir que cet enfant-là, il a les mêmes capacités intellectuelles que n'importe quel enfant, tout simplement. Donc, pour ne citer que ces quelques barrières, et maintenant, je reviens à votre question. À la loi. À la loi et à la jouissance du droit des enfants handicapés. Aujourd'hui, nous avons environ 14 000 enfants handicapés qui sont dans le circuit du système éducatif. Au Niger. Au primaire comme au secondaire. Et c'est déjà important si on regarde un tout petit peu, il y a de cela 10 ans, 15 ans, ça n'a pas été facile. L'année dernière, nous avons géré déjà une candidate déficiente visuelle qui s'est présentée au baccalauréat,
Malheureusement, elle n'est pas admise, mais elle va reprendre cette année. Voyez-vous l'avancée? Nous avons des étudiants aussi qui sont des déficients visuels, des déficients auditifs, qui sont déjà au niveau de l'université, que nous sommes en train de suivre effectivement, pour montrer que l'effort est en train de porter et que l'État est en train de continuer à extendre et à étendre du moins l'approche inclusive. L'approche qui consiste, même dans un milieu rural, qui consiste à faire accepter les enfants au niveau de toutes les écoles du Niger, particulièrement dans la zone rurale. Notre division également s'est fixé un objectif d'avoir au moins chaque année 1 millier d'enfants qui puissent accéder au système éducatif. Ça, c'est un pari, c'est un objectif que nous nous sommes fixés et nous sommes en train de travailler là-dessus pour arriver à cela. Taher Sabara, au niveau du corps enseignant, est-ce que les enseignants sont suffisamment formés pour prendre en charge ces enfants handicapés-là? Effectivement, cette année, l'année passée, jusqu'à la rentrée, nous avons eu à former, grâce à nos partenaires, effectivement, il ne faut pas les oublier, les partenaires, on en a évoqué, nous avons vraiment des partenaires qui sont soucieux de prendre en charge ces enfants-là. Grâce à eux, à nos partenaires et à l'effort de l'État, nous avons au moins formé 597 enseignants sur la langue des signes et le braille. C'est très important. Ce sont des compétences qui ne sont pas disponibles, que les enseignants n'arrivent pas à apprendre d'abord au niveau des écoles normales avant. Et nous sommes en train d'aller sur le terrain et de former ces enseignants, les initier, leur donner la compétence de prendre ces enfants en charge parce que ça fait partie de leurs problèmes, des problèmes des enseignants d'aujourd'hui. Ils disent déjà qu'ils sont désemparés devant les enfants handicapés, comment ils peuvent les prendre en charge. Et en plus, dans le curriculum des écoles normales, les enseignants sont en train d'être formés, au niveau de la formation initiale, sont en train d'être formés en braille et en langue des signes. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a de 3 ans passés à aujourd'hui, tout enseignant qui sort de l'école normale est déjà outillé et a déjà les BABA de langue des signes et du système braille. Et ce sont des efforts que nous sommes en train de continuer parce que même ces formateurs de l'école normale, nous avons des formateurs qui les prenaient en charge au jour le jour pour un peu réactualiser leurs connaissances, leur permettre de bien officier au niveau des écoles normales, former les enseignants. Merci beaucoup, Taher Sabra. Kadidiatou Moumouni, tout à l'heure, Taher Sabra, chef de division inclusion et situation d'audience au ministère de l'Éducation nationale, avait énuméré plusieurs approches didactiques et même éducatives. Selon vous, laquelle de ces approches est la meilleure en ce qui concerne l'éducation, la scolarisation des enfants handicapés? Par rapport aux approches, donc le directeur a parlé de 3 approches, l'approche spécialisée, l'approche intégratrice et l'approche inclusive. Et laquelle de ces approches est meilleure et mieux indiquée? Alors, je pense que c'est comme souveraineté, c'est l'idéal, c'est l'approche inclusive. Je sais que même la convention, la CDTH, la convention relative aux droits des personnes handicapées prône l'approche inclusive. L'inclusion, c'est-à-dire avoir des écoles où on a toutes les catégories, les enfants handicapés, les enfants non handicapés, et tous les enfants qui puissent étudier ensemble. C'est vrai que c'est une approche qui demande beaucoup de ressources, parce que c'est vrai qu'on a commencé, il faut déjà former le personnel enseignant. Il faut doter les écoles des moyens. Il faut construire les écoles, construire les classes, de telle sorte que tous les enfants, quel que soit le type de handicap et quelle que soit la catégorie, l'enseignant soit à mesure de prendre en charge l'enfant et que les enfants puissent accéder aux écoles, puissent accéder aux classes. C'est l'idéal, c'est l'approche la mieux indiquée. Mais je souligne encore que c'est vraiment une approche que nous visons, mais qui demande beaucoup plus de moyens, de ressources. Kadidiatou Moumouni, quelles sont les difficultés des enfants handicapés à l'école au sein des établissements scolaires? Au sein des établissements scolaires, et pour parler
par exemple, des écoles intégrées, parce que la question des écoles spécialisées, c'est les enfants, on prend les enfants des mêmes types de handicap et on les met ensemble pour leur éducation. Maintenant, pour les écoles intégratrices, où on a des classes intégrées et il y a les autres enfants qui n'ont pas de handicap, je pourrais dire le problème que rencontrer un enfant handicapé dans ce genre d'école, peut-être c'est un problème de socialisation. Donc quand l'enfant commence, souvent il peut rencontrer des difficultés avec les autres camarades. Et tout ceci, c'est lié aux barrières. Je pense qu'on a parlé de barrières comportementales, sociales, et ça peut être communicationnel aussi. L'enfant peut rencontrer, par exemple, un enfant handicapé auditif peut rencontrer des problèmes de communication avec les autres enfants. Donc, c'est ce genre de problème qu'un enfant handicapé qui fréquente une école ordinaire peut rencontrer, peut vivre avec les autres enfants. Kadigatou Moumouni, il est indéniable selon les intervenants que des avancées significatives ont été accomplies par le gouvernement nigérien et ses partenaires. Dans quel domaine l'État et ses partenaires peuvent mieux faire encore? C'est que l'État a commencé. Je pense que le docteur a parlé de la formation de 587 enseignants sur le braille, la langue des signes. Alors, je pense que l'État et les partenaires doivent toujours continuer sur le personnel enseignant, leur qualification, leur capacité à prendre en compte et les enfants handicapés et toute catégorie d'enfants handicapés. Je pense aussi que c'est du point de vue ressources. Il faut des ressources. Il faut accompagner les enfants handicapés. Parce que, vous savez, il y a des catégories d'enfants handicapés qui ont besoin beaucoup plus de soutien que d'autres enfants. Par exemple, pour un enfant handicapé intellectuel, son éducation, les moyens, l'accompagnement dont l'enfant peut avoir besoin est différent de celui qui tient un enfant handicapé visuel. Donc, il faut des ressources. Parce que souvent, ce que la Convention prend, la CDPH, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, normalement, l'enfant, en fonction de son handicap, souvent, il y a des enfants qui ont besoin d'un soutien individuel. Un soutien individuel, d'un accompagnement individuel. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'enseignant qui tient l'enfant. L'enfant peut avoir besoin de quelqu'un qui est là à ses côtés pour l'aider à comprendre. Ce sont des choses qui sont dans la Convention. C'est vrai que ce n'est pas la pratique, en tout cas, pour le Niger pour l'instant, mais ce sont des possibilités. Quand vous prenez l'article 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, vous allez voir que signifie l'éducation inclusive. Qu'est-ce que les États doivent faire? Qu'est-ce que les partenaires doivent faire? Et comment ils peuvent s'y prendre pour assurer l'éducation inclusive à ces enfants? Alors, je parlais de ressources, d'avoir beaucoup plus de ressources pour assurer l'éducation des enfants handicapés. Et je pense aussi que c'est des campagnes de sensibilisation. Il faut sensibiliser et continuer à sensibiliser parce que la sensibilisation ne sera jamais de trop. Merci beaucoup, Kadigatou Moumouni. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole au président de la coalition des ONG, associations et syndicats qui militent pour une éducation de qualité pour tous, ASOEPT, Al-Moustapha Moussa Ide. Les écoles ont-elles du matériel didactique nécessaire, susceptible d'accompagner ces enfants handicapés dans leur formation? Mokhtar, peut-être avant de répondre à cette question, je pense qu'il va falloir que nous nous inscrivions dans une logique de briser les barrières les tabous et les obstacles à l'intégration, effectivement, des enfants handicapés. Et pour le faire, Sabra l'a dit, Kadiga l'a dit aussi. Kadiga, ma soeur aussi, l'a dit. Nous devons, c'est pour apporter la contribution de l'ASSO, nous devons continuer dans la sensibilisation des parents, des directeurs d'école, des enseignants sur l'éducation effectivement
inclusive. Ensuite, c'est-à-dire au niveau du ministère, c'est demander au ministère d'organiser des séances de remise à niveau des enseignants qui sont déjà sur le terrain. Maintenant, aussi, il est nécessaire aussi d'investir suffisamment dans la formation des enseignants. Nous avons vu l'exemple du Togo où il y avait des enseignants itinérants. C'est-à-dire que vraiment, c'est des enseignants qui, effectivement, ils font d'école à l'école parce que tellement qu'ils sont formés, là où il y a des classes intégratrices, ils passent pour effectivement dispenser ces cours-là. Maintenant, quelle était ta question? Est-ce que les écoles ont suffisamment du matériel didactique nécessaire pour... Il y a des obstacles. Et aujourd'hui, le gouvernement a pris la responsabilité, en tout cas, de jouer sa part de partition en adoptant presque toutes les conventions, en donnant un cadre juridique. Oui, mais maintenant, j'arrive. Et c'est de ça qu'il s'agit, pour ne pas répéter ce que disait l'entraîneur du Cameroun. Maintenant, puisque les dispositifs est pris, c'est à nous maintenant de vérifier. Oui, mais est-ce que vous le faites sur le terrain? J'arrive sur le terrain, nous le faisons. Parce que je dis, toutes les situations que nous portons vers le ministère, c'est sur la base des faits. C'est des situations documentées. Nous avons la chance que nous avons des syndicats d'enseignants dans ASSO. Nous avons des ONG qui militent dans le cadre de droits de l'enfant. Nous avons des ONG, des associations qui travaillent sur la promotion aussi de droit à l'éducation. La promotion de droit à l'éducation. Donc, avec toute cette panoplie d'ONG, chaque jour, quand nous avons des situations comme ça, nous informons tantôt les services déconcentrés du ministère pour leur dire, dans telle école, voilà telle situation qu'on a vue. Et parfois, vraiment, on arrive à les solutionner. C'est pour vous dire que nous n'avons pas une donnée statistique, Mokhtar. Sincèrement, je préfère être honnête avec vous. Nous n'avons pas une donnée statistique pour dire, voilà dans telle école. Mais quand même, votre question va davantage nous pousser à faire aussi des recherches. Les classes qui ont des enfants en situation de handicap, est-ce que réellement tout le dispositif est là? Ce dont je suis convaincu, et je l'ai dit au début, c'est que c'est une éducation qui coûte excessivement cher. Quand il s'agit des parents, il faut que le parent s'arme de courage. Il faut aussi que l'enfant aussi parfois accepte et qu'il soit aussi accepté par ses pairs. Merci beaucoup, Al-Moustapha Moussaïdé. Merci à Taher Sabara. Quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure scolarisation des enfants handicapés au Niger, rapidement? Oui, donc, M. Mokhtar, j'allais dire de façon très rapide, le président de la République a fait déjà de l'éducation son cheval de bataille, ça tout le monde est témoin. Et le développement du capital humain, qui est la seule voie qui est capable de développer un pays de façon durable. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, s'est engagé à traduire en actions concrètes cette politique éducative proposée par le président de la République. Donc, le ministère de l'Éducation nationale est là, en général, pour assurer une éducation pour tous de qualité, une éducation inclusive dans un environnement sûr. Et particulièrement la prise en charge des enfants handicapés. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de construire des milliers de classes qui sont là. Et bientôt, nous avons commandé un lot très important de matériel pédagogique à destination de ces écoles qui accueillent particulièrement les enfants handicapés. Voilà ce que j'allais dire de façon Merci beaucoup, Taher Sabara. Merci à Moustapha Moussaïdé. Merci aussi à Kadidiatou Moumouni. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Taher Sabara, chef de division inclusion et situation d'urgence au ministère de l'Éducation nationale. Kadidiatou Moumouni est chargé de la promotion de la femme à la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Al-Moustapha Moussaïdé, président de la coalition nigérienne des associations, syndicats
État et ONG pour une éducation de qualité pour tous à SOEPT. Merci à nos invités et à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité au programme du Studio Kalangu qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Seni Saka, à la réalisation Al-Mustafa Ayouba. Merci, au revoir.